Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Angle de vue consacre cette émission à une figure politique majeure du temps des indépendances en Afrique, directeur de société, président de la Chambre de commerce de son pays, Premier ministre, père de l'indépendance, président de la République. Pourtant, l'homme a un parcours parsemé d'embûches à bien des égards, mais cela ne l'a pas empêché d'accomplir son destin, enfin jusqu'à son assassinat en 1963 dans l'enceinte de l'ambassade américaine au Togo. Cette émission sera consacrée à, vous l'aurez saisi, Sylvanus Olympio, un homme qui avait de la vision pour le Togo. Que retenir de sa vie? Quelles erreurs ou actes ont pu expliquer son assassinat? Quelle empreinte laisse-t-il encore aujourd'hui en son pays? Des enseignements pour la postérité malgré le séjour relativement court qui fut le sien à la tête du Togo. Vie et parcours de Sylvanus Olympio, des leçons de stratégie pour l'Afrique et le monde, thème retenu pour ce numéro spécial de votre émission Angle de vue qui reçoit une personnalité que nous vous présentons juste après l'intermède. Avec moi pour animer cette émission, Landry Salano, bonjour. Bonjour, Johannes Tobaron, merci. Vous êtes journaliste à la rédaction de Sika, un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Je vous laisse ce soir de présenter une autre. Voilà. Coach Patrick Amampoyon, bonjour. Bonjour. C'est vous qui êtes notre invité spécial et après évidemment cette émission que vous avez réalisée il y a quelques jours sur Nelson Mandela, une autre icône tout de même en Afrique. Je rappelle que vous êtes un professeur émérite en coaching intégral, président de l'association FIAD Monde. Merci une fois encore d'accepter notre invitation sur ce plateau spécial d'Angle de vue. Merci. Johannes le disait il y a un instant, Sylvanus Olympio, un homme d'État togolais, est passé de vie à trépas. C'était le 13 janvier 1963. Il avait 61 ans, d'aucuns diront très court. Alors qu'est-ce qu'il fait, coach Amampoyon, selon vous, que plus de 50 ans après son décès, on continue toujours de parler en bien de l'homme? Je ne sais pas si on parle suffisamment de l'homme, mais je crois que tout Africain mérite de connaître Sylvanus Olympio. Un homme qui, à l'époque déjà, alors qu'aucun homme d'État du monde n'avait atteint le niveau du baccalauréat, ce monsieur avait déjà un diplôme comparable au DEA. Déjà, dans les années 40, il était déjà avec un diplôme comparé qu'on peut égaler aujourd'hui au DEA. Ce n'est pas tout. Sylvanus Olympio était déjà, dans les années 40, chef d'entreprise britannique en Afrique. Il était le seul Africain d'origine, un chef d'entreprise britannique en Afrique. Vous voyez, c'est un parcours. C'est un parcours de combattant, c'est un parcours de sacrifice, c'est un parcours inégalable et inégalé. C'est normal qu'on en parle et on doit en parler davantage. Alors, je disais, c'est vrai, il est décédé il y a un peu, disons, à 61 ans, assassiné. On l'a donc rappelé avec une grosse polémique devant l'ambassade, ou précisément le portail de l'ambassade des États-Unis, précisément au Togo. Est-ce que sa vie et notamment son parcours le prédestinait, j'allais dire, à être un acteur politique majeur pour le Togo? Lui-même, je ne suis pas sûr qu'il pensait être un acteur politique, puisque de par son parcours, il était plus destiné au monde des affaires. Mais il avait un terreau favorable. Les notables qui ont créé des associations avaient besoin de quelqu'un pour porter la voix. Et quand ils ont eu la chance d'avoir un orateur brillant, quelqu'un qui a ce parcours et qui a une surface, qui a une visibilité par les fonctions qu'ils occupent, ils lui ont fait appel. Et vous allez voir qu'au début, il allait un peu en politique, il revenait dans les affaires, jusqu'à devenir président de la Chambre de commerce de Lomé et tout, parce qu'il n'avait pas totalement l'intention d'aller dans le monde politique. Donc, il n'était pas prédestiné à la politique.
il était beaucoup plus un homme d'affaires. Et je crois que ça doit faire partie des raisons qu'on va évoquer tout à l'heure qui ont justifié sa mort. Je voudrais tout de suite vous dire que ce qui fait aussi la particularité de Sylvanus Olympio, c'est que le Togo devait avoir l'indépendance non pas en 1960, mais en 1958. Et Sylvanus Olympio, à l'époque déjà responsable du Togo, a refusé l'indépendance 2 ans plus tôt, demandant qu'on lui accorde 2 ans pour payer d'abord l'intégralité de la dette du Togo à la France avant de prendre l'indépendance. Lorsqu'il prenait l'indépendance en 1960, le Togo ne devait pas un franc à la France. Je crois que ça mérite d'être dit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons du plaisir à trouver que c'est bon de s'endetter, notamment auprès de certains pays comme la Chine et autres, alors que lui l'a dit, pour être indépendant, il faut ne pas devoir à l'autre parce qu'il peut utiliser la dette pour te mettre une pression dessus. C'est un homme exceptionnel. Patrick Ampouillon, y a-t-il des éléments dans son discours politique qui en ont fait l'homme qu'il a été? L'homme assassiné? Ah non, l'homme politique qu'il a été. Non, c'est clair. C'est clair que, vous savez, rappelez-vous la conférence nationale du Bénin. Lorsque tout le monde était en train de s'attaquer à Nicéphore et à Mathieu Kérékou, Nicéphore Soglo fit son apparition et parle économie, parle développement, parle de comment développer le pays, comment faire en sorte que les gens aient leur salaire, comment faire en sorte que les gens mangent. Donc à partir de cet instant où lui, il est en train de parler de développement, pendant que les autres parlent de politique, c'est normal que les gens soient derrière lui et non derrière ceux qui parlent de politique. Donc son discours politique, positionné dans « laissons les bavardages », travaillons pour l'émancipation, travaillons pour le développement du panier de la ménagère, c'est ce discours qui lui ouvrait les portes d'office. Vous vous rappelez, quand il y a élection au Togo, la plupart des élections, il a tout raflé. Il a tout raflé. Et je voudrais rappeler qu'il était en prison lorsqu'il gagnait les élections qui ont fait de lui le Premier ministre et le président. On l'a mis en prison, soit pour devise, trafic de devises. On l'a mis en prison. De la prison, il a organisé son parti politique pour gagner les élections. Son parti politique, prenant la totalité de l'Assemblée nationale, a voté une loi d'amnistie pour le sortir, le nommer Premier ministre, et il devient père de l'indépendance. Donc il a un discours concret, pratique, pragmatique, qui concerne le bas peuple, qui concerne la population. Et dans sa communication, on a aussi très tôt remarqué qu'il prenait cette distance avec la France. Vous avez rappelé qu'il tenait à ce que le Togo soit indépendant avant de régler totalement la dette de son pays. Est-ce que, selon vous, il n'était pas, je dirais, venu trop tôt dans un monde pas assez mûr pour ce type de personnage-là? Il est venu trop tôt, oui. Est-ce que le moment actuel permet à Sylvanus Olympio de venir? Je n'y crois pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que vous avez vu tout récemment lorsque le Togo a voulu prendre la même voie, la voie de germanique. Vous avez senti tout de suite qu'il y a eu apparition d'un homme politique avec de l'argent dont on ne sait d'où ça vient pour ébranler le régime. Donc vous comprenez que même aujourd'hui, si on fait du Sylvanus Olympio pur dur dans le but de choisir l'intérêt économique du moment qui permet au pays de se développer, c'est pas évident qu'on ne finisse pas comme Sylvanus Olympio. Donc, non seulement il est venu trop tôt, mais je ne suis pas sûr qu'on est arrivé au moment où la France va accepter que des têtes bien faites, très bien faites, comme Sylvanus Olympio, puissent gouverner un pays de la sous-région. Vous savez, lorsque Nicéphore Soglo, qui n'est pas trop loin de Sylvanus Olympio, est devenu président au Bénin, la France a estimé qu'ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu un territoire. Et il fallait tout faire pour ne pas perdre un autre. Et il fallait tout faire pour faire partie de Nicéphore Soglo. Donc vous comprenez que, en réalité, et vous avez vu le cas de Pascal Lissouba. Donc c'est pour dire que des intellectuels qui peuvent parler économie, peuvent parler développement, peuvent parler intérêt, que parler choses là, c'est pas évident que la France puisse véritablement accepter la chose, même aujourd'hui. Néanmoins, nous verrons dans cette émission comment, tout en faisant du Sylvanus Olympio, on peut arriver à dribbler cette France qui n'est que géant à pied d'argile.
Alors, un géant à pied d'argile, vous le dites, mais Sylvanus Olympio a eu un parcours politique assez court. Vous parliez de 58 à 63, ça fait à peine 5 ans de gouvernance à la tête du Togo, fauché donc dans des conditions encore non assez élucidées aujourd'hui. Et qu'est-ce qui explique cette fin-là? Est-ce que selon vous, c'était dans sa posture, dans ses prises de position, notamment face à la France, où il estimait, il a été reçu quelques semaines entre les États-Unis, où le président Kennedy s'est déporté à l'aéroport, donc pour le recevoir en grande pompe, reçu une semaine après en France par notamment Focard, conseiller Afrique du président de Gaulle à l'époque. Est-ce que selon vous, je dirais que ce sont ces prises de position, il était ouvert pour l'Allemagne, ouvert pour les États-Unis, pas assez pour la France. Est-ce que ce sont ces prises de position-là qui justifient le délai de gouvernance assez court qu'il a eu à la tête du Togo? Il était trop poli pour être stratège. Il était trop correct pour être stratège. En fait, il a été reçu en France pour annoncer à la France ce qu'il veut faire. Il a été reçu en France pour annoncer à la France son intention de rompre la coopération avec la France au profit de la coopération avec l'Allemagne. Vous savez que Mobutu n'a pas fait pareil. Mobutu s'arrange d'abord pour avoir un autre accord la veille qui garantit sa sécurité avant de rompre l'autre accord le lendemain. Parce qu'il a appris certainement de l'expérience de Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio est chef d'entreprise. Il n'aura pas réussi à devenir politicien. Il est chef d'entreprise. Il est donc venu avec une démarche entrepreneuriale, une démarche économique, doublée de politesse, de respect. Or, vous ne pouvez pas respecter quelqu'un qui refuse de jouer franc jeu, qui joue en dessous de table. Donc, par politesse, après avoir eu l'accord d'un certain nombre de puissances pour travailler avec son pays, il a fait l'erreur d'aller faire la politesse à la France en leur annonçant son départ. Je parle ici en citant France, non pas parce que je veux faire du panafricanisme populiste, non parce que nous savons très bien que RFI a annoncé l'assassinat de Sylvanus Olympio pendant qu'on ne l'a même pas encore arrêté. Donc vous comprenez qu'il s'était joué depuis là-bas. Et on était tellement sûr qu'on n'a pas eu assez tôt l'information qu'on n'a même pas pu l'arrêter à 6h du matin où on était déjà en train d'annoncer sa mort. Alors, Patrick Aman-Poyon, alors, qu'est-ce qu'il avait de si tant qui gênait? Est-ce que c'était la volonté peut-être de la France de jouer à la mère patrie? Oui, il y avait des intérêts purement peut-être économiques au niveau du Togo que la France voulait à tout prix protéger à cette époque. Je vais vous expliquer clairement. L'Allemagne est sortie affaiblie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'Allemagne cherchait à rebondir. Sylvanus Olympio, dans ses calculs, se disait, un pays qui cherche à rebondir, lorsqu'il a la chance d'être en coopération avec un autre pays, il fera tout pour que ce pays se développe, afin que les autres pays aient envie de suivre ce pays qui a choisi l'Allemagne. Donc l'Allemagne était prête tout de suite à mettre les moyens pour le développement du Togo. Donc, la France n'avait pas seulement peur de perdre le Togo, mais elle risquait de perdre le Togo, de perdre le Bénin, de perdre la Côte d'Ivoire, de perdre le Burkina, de perdre le Mali. Donc il y avait un enjeu capital. Si le Togo choisissait l'Allemagne, le Togo se développait et donnait envie aux autres pays de faire pareil en choisissant l'Allemagne. Voilà pourquoi la France, qui de l'époque à aujourd'hui ne sait pas faire de la stratégie, ne sait que tuer les obstacles, éliminer les obstacles, a fait ça. Je profite pour dire, je ne le dis pas encore, pour faire du panafricanisme populiste, sachez que seul dans les pays francophones, on a tué des chefs d'État. Dans aucun pays anglophone, on a tué un chef d'État. Parce que les anglophones savent faire de la stratégie. Ils savent enlever la personne sans le tuer. La France nous a légué cette pratique d'assassinat. Et c'est pour ça qu'ils n'ont eu recours qu'à ça. Après avoir tenté énormément de fraudes qui n'ont pas marché. Je voudrais profiter pour dire, la fraude n'est pas d'origine africaine. La fraude électorale n'est pas d'origine africaine. C'est les colons, la France en l'occurrence, qui nous a amené la fraude électorale. Parce qu'ils ont tout le temps fraudé jusqu'à ce que Sylvanus Olympio a demandé l'intervention des Nations Unies pour superviser les élections. Et c'est grâce à ça que Sylvanus Olympio a pu gagner tout le temps les élections.
Il est le premier président africain à avoir été donc assassiné, bon, peut-être de l'ère francophone. Vous avez d'ailleurs rappelé qu'aucun chef d'État de l'ère anglophone n'a été donc assassiné. Jacques Faucard, Johannes Toano le disait tout à l'heure, disait au cours de sa visite qu'il n'est pas notre ami, il est plus sournois. Ce n'est pas le même cas que Sékou Touré, qui ouvertement faisait face en tout cas à la France et manipulait ses positions. Et pourtant, vous avez dit tout à l'heure, il était trop poli pour être un stratège. Est-ce que quelque part, il n'était pas aussi un stratège, j'allais dire. Non, pour la preuve, ils n'ont pas pu tuer Sékou Touré comme ils l'ont tué. C'est-à-dire que Sylvanus Olympio, peut-être Jacques Faucard dit qu'il est sournois parce qu'il a attendu que son truc soit mûr, que son repas soit prêt avant de les informer. Mais sinon, en réalité, c'est le monsieur qui a aussi son caractère. Parce que selon les informations qui corroboraient jusqu'à présent, il est dit que l'objectif était de l'arrêter, de l'amener avant de le tuer, puisqu'on ne voulait pas le tuer devant l'ambassade, que vous savez, mais il a refusé, qu'il ne peut pas obéir aux ordres de simples soldats. Donc vous comprenez qu'il avait aussi son caractère trempé, il avait aussi sa rigueur, il avait aussi son soulage, c'est peut-être ça. Mais Jacques Faucard ne peut pas parler de sournoiserie. Jacques ne peut pas parler de choses là, puisqu'il est le patron des cachotteries, le patron des dossiers flous, des dossiers compliqués, le patron de tout ce qui n'est pas clair. Donc à partir de cet instant, ce n'est pas Jacques Faucard qui va désigner qui est clair et qui n'est pas clair. Alors Patrick Armand Pouillon, nous allons forcément parler d'un autre, on va dire, pourquoi pas des critiques, parce que l'homme était décrit comme un dictateur, il faut peut-être le rappeler. Beaucoup ont dit que l'opposition n'avait pas pion sur rue quand il a pris le pouvoir. À un moment, il n'y avait que son parti qui était autorisé à faire de la politique au Togo. Quelque part aussi, quelle perception avez-vous de ces méthodes-là à cette époque? D'abord, avant qu'il ne prenne le pouvoir, il a tout gagné. Pendant que la France organisait les élections, il a tout gagné. Donc ce n'est pas quand il est devenu président qu'il a tout gagné. Lorsqu'on a 600 et quelques mille votants qui doivent voter, et que 560 et quelques mille votent, et que lui seul a 530 et quelques mille, pendant que c'est les autres qui organisent les élections, vous comprenez qu'il est venu au pouvoir avec du quasi-absence d'opposition. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas dire que c'est lui qui empêchait l'opposition d'avoir sa place, d'exister. Mais il est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme dur de caractère. C'est un entrepreneur. Vous comprenez que dans une entreprise, il n'y a pas d'opposition. Donc, il a les pratiques entrepreneuriales. Ça, là, il faut l'admettre. Il gérait le Togo comme une entreprise. Il gérait le Togo comme il aurait fait à la tête d'une entreprise, avec la même rigueur, le même truc là et tout ça. Donc, on peut dire que c'est ça qui justifie qu'on dise qu'il était un dictateur. Mais 2 ans, 3 ans, c'est assez peu pour qu'on puisse évaluer. C'est comme si on veut dire que Manga était un dictateur. C'est pas évident en 2 ans, 3 ans de pouvoir apprécier. Vous prenez le Mali, on va vous dire que Modibo Keïta était un dictateur. En 2 ans, 3 ans, en quelques années, c'est pas évident de pouvoir apprécier cela. Mais les informations corroborées jusqu'à présent ne disent pas qu'il était un dictateur. Maintenant, je voudrais admettre que si vous prenez la fin de Sylvanus et de Kwame Nkrumah, la fin de Sékou Touré, la fin de tous ces grands hommes en Afrique, il y a eu des arrestations, il y a eu des camps, il y a eu des ceci. Maintenant, il faut aller dans le contexte pour voir, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui a justifié ça, pour que ce ne soit pas seulement dans un seul pays, que ce soit dans beaucoup de pays qu'on ait vécu ça. Au Togo, donc, Sylvanus Olympio a été accusé, à tort ou à raison, donc, de n'avoir pas suffisamment offert de tribune pour l'opposition de son pays. On parle quand même qu'il a mis fin au multipartisme. Il a été à des élections législatives où seul son parti pouvait participer. Il a remporté tous les sièges. Il y a eu un référendum qui est passé en une journée comme lettre à la poste. Selon vous, est-ce que quelque part, malgré sa popularité, le fait d'exercer le pouvoir d'État, d'avoir tous les leviers dans ses mains, n'a pas quelque peu joué contre lui? En 2 ans, c'est pas évident qu'on devienne dictateur en 2 ans. Je voudrais dire que
D'abord, il a déjà gagné tous les sièges avant même de prendre le pouvoir. Avant de devenir Premier ministre. Avant de devenir Premier ministre. Aussi, vous savez qu'à l'époque, les tentatives de coup d'État étaient légion. Alors, qu'est-ce qui a amené Sylvanus Olympio? Parce que, vous voyez, ce n'est pas documenté. C'est comme Thomas Sankara. On ne nous dit pas tout. Si on peut sortir les documents, nous verrons les qualités et les défauts. Mais aujourd'hui, on nous sort de temps en temps quelques défauts qu'on ne documente pas. Ce n'est pas parce qu'il a fait des référendums. Je vous donne un exemple banal. Dans le pays qui m'a vu naître, le Bénin, un bon matin, les députés ont voté une loi interdisant les grèves des enseignants. Nous étions tous contre. Mais nous constatons que l'année scolaire dans le public est aussi bien organisée maintenant que dans le privé. Quelle était la vision? Est-ce que la vision n'était que dictatoriale? Est-ce que la vision était que les enfants aillent à l'école? C'est l'avenir qui nous dira. Mais lorsque l'avenir veut nous dire, il faut qu'on documente les avantages et les inconvénients, le contexte, la motivation, qu'on trouve des gens qui étaient dans les confidences pour pouvoir nous éclairer. Mais si on dit simplement, il a fait ceci, il a fait cela, donc ça veut dire que, si je comprends bien, la France veut nous faire croire que parce que le chef d'État devient dictateur, il faut devenir mauvais comme lui et le tuer. Parce qu'ils auraient pu utiliser la démocratie pour le faire partir. Lorsqu'on a mis lui en prison, il n'a pas tué le gouverneur. Il a été aux élections qu'eux-mêmes ils ont organisées pour les battre. Donc pourquoi on ne pourrait pas organiser la riposte en matière de stratégie? Donc je viens de dire dans cette émission que Sylvanus Olympio a la trempe des entrepreneurs. Donc vous comprenez que dans une entreprise, les décisions passent vite. Parce que là, on a besoin de cette décision pour pouvoir avancer. Il est de la trempe des entrepreneurs. Vous comprenez qu'il ne peut pas faire comme un politicien. Sylvanus Olympio n'a pas eu le temps de devenir politicien. Il était un entrepreneur, un économiste chevronné. Alors, Patrick Aman-Poyon, doit-on tenir aujourd'hui rigueur, peut-être à la famille, il y a des manches, j'allais dire, est-ce que quelque part, disons, cette pratique-là n'a pas été mise en place par Sylvanus Olympio? On parle notamment de la suppression notamment du parti unique, ces empreintes dictatoriales dont on parle tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas depuis le début que le Togo l'a hérité? Ah, si c'est le Togo, si c'est Sylvanus Olympio qui est responsable de évidemment, ça, alors ceux qui lui ont pris le pouvoir devaient corriger. Puisque c'est pour ça qu'ils ont pris le pouvoir. Alors pourquoi ils ne l'ont pas corrigé? Est-ce parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait continuer comme ça pour développer le pays? Vous avez parlé d'empreinte, disons, de l'homme d'affaires, voilà, de chef d'entreprise. Oui, justement, les autres politiciens sont arrivés, ont trouvé que l'empreinte de l'homme d'affaires est mieux. Et on continuait sur cette lancée. Sinon, je ne vois pas pourquoi des politiciens sont venus faire la même chose. J'ai dit tout à l'heure que c'est bon, on parle de Kwame Nkrumah, très bien et tout ça, mais on ne parle pas souvent de la fin de Kwame Nkrumah, où il y avait aussi des arrestations, où il y avait aussi des tentatives, qu'on peut dire dictatoriales. On peut parler de la fin de Sékou Touré. On peut parler de beaucoup de pays comme ça. C'est pour dire qu'en réalité, nous avons tendance à penser que la démocratie telle que conçue et amenée de l'extérieur s'adapte exactement à notre contexte et que nous devons appliquer ça rigoureusement. Vous savez, lorsque nous avons des rois qui étaient choisis avant leur naissance, qui prenaient le pouvoir de façon établie, avec des notables qui servaient de contre-pouvoir, on avait une démocratie plus solide que ce qu'on nous a apporté. Donc, je voudrais que nous puissions comprendre que dans un contexte donné, un homme d'État doit prendre ses responsabilités et assumer devant l'histoire. Sylvanus Olympio a pris ses responsabilités, il a assumé de sa vie. Et donc, nous pouvons comprendre qu'il y ait erreur ou pas, à l'époque, quelles étaient les possibilités qu'il avait de découvrir qu'il faisait erreur? Quelles étaient les possibilités qu'il avait de découvrir qu'il pouvait faire autrement? Voilà pourquoi, moi j'ai dit, nous devons pouvoir restituer à l'histoire de dire, on ne nous dit pas tout. La preuve,
quand vous prenez Nelson Mandela, les erreurs de Nelson Mandela, nous savons dans quel contexte il a fait ces erreurs. Pour Sylvanus Olympio, un mystère est caché devant le contexte. Les situations qui l'ont amené à prendre des décisions, mais on sort les décisions pour montrer que l'homme était chose là, l'homme était dictateur et tout ça. Oui, si la dictature peut être une dictature au service du peuple, au service du développement, pourquoi pas? Mais quand la dictature sert les intérêts d'un homme, et ça, on ne peut pas dire de Sylvanus Olympio qui faisait une dictature qui servait ses intérêts. Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance au Togo, était aussi polyglotte. Il provenait, disons, de plusieurs origines, à la fois brésilienne, nigériane, togolaise, un peu. Est-ce que c'était une portugaise aussi? Est-ce que c'était un atout important, sans doute, ou des atouts qui lui ont permis d'accéder et d'avoir cette empreinte sur le pays, selon vous? C'est un atout essentiel pour développer son pays. Mais c'est un problème, puisque quand on compare ça encore une fois, à Nicéphore Soglo du Bénin, qui avait aussi la possibilité de parler plusieurs langues, à qui on a tout fait pour empêcher le deuxième mandat. Quand on prend Pascal Lissouba, qui parlait aussi plusieurs langues, à qui on a tout fait pour permettre de terminer son mandat, on peut dire que c'est un atout de développement, mais un obstacle vis-à-vis de ceux qui voulaient que nous restions sous-développés, nous restons attardés et qui ne voulaient pas que cette capacité de nos hommes d'État puisse nous servir. Oui, c'est un atout de développement, c'est une possibilité énorme, en fait, au Togo, d'avoir un homme d'État qui parle d'égal et égal avec plusieurs hommes d'État, qui parlent leur langue, qui peut les comprendre, qui peut les connaître, qui peut les dévancer en matière de calcul stratégique et autres. C'est un atout, mais cet atout n'était pas apprécié. À preuve, tous ceux qui avaient cet atout n'ont pas duré au pouvoir. Alors, Sylvanus Olympio est donc passé de Villa Trépas en 63. Nous allons aborder ce volet-là. Assassiné dans ou devant l'ambassade américaine au Togo. Qu'est-ce qui, selon vous, a décidé de ce sort-là qui lui a été réservé? Son parcours d'homme désintéressé. Par le matériel ou par quoi? Par le matériel. C'est un homme désintéressé. Vous savez, je ne sais pas si vous avez été informé de comment il a démissionné de la tête d'une entreprise britannique. C'est parce qu'on lui demandait de choisir entre porter la voix du Togo aux Nations Unies ou démissionner. Celui qui lui demandait ça était convaincu qu'il allait abandonner, porter la voix du Togo aux Nations Unies. Et au moment où il devait porter la voix, il n'était même pas question encore d'indépendance. Il n'était pas question même de partage de pouvoir avec les autochtones. Mais il a flanqué sa démission immédiatement pour avoir cette possibilité de parler au nom du Togo. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente dans les années 40, être à la tête d'une entreprise britannique, d'abord vice-dirigeant de cette entreprise dans le géant Nigeria, et après dans le Togo britannique, Donc bref, il avait les moyens. Il n'est donc pas venu en politique pour avoir les moyens. Il n'est pas venu en politique pour gagner quelque chose. Donc, vous voyez, c'est difficile de négocier avec quelqu'un comme ça. C'est difficile de dompter quelqu'un comme ça. Au fait, c'est l'expérience de Sylvanus Olympio et autres qui a amené la France à ne jamais vouloir que des gens qui ont étudié un peu aux États-Unis, qui ont étudié un peu en Grande-Bretagne, des gens qui ont cette capacité de réfléchir par eux-mêmes, gouvernent nos nations. Ils n'ont jamais voulu ça. Et donc, je crois que fondamentalement, son parcours en est pour quelque chose. C'est ce qu'il représente. Quand je parle de son parcours, d'abord chef d'entreprise, président de la Chambre de commerce, maire de Lobé, premier ministre du Togo. Vous voyez, c'est un homme qui reste en prison, qui gagne les élections. Vous voyez, ça fait peur. Ça fait peur. Donc bref, ce qui a créé la mort de Sylvanus Olympio, c'est d'abord son parcours et aussi cette décision qu'il a prise de rompre la coopération avec la France pour entrer en relation avec l'Allemagne. Je crois qu'il faut que tous les hommes d'État africains qui décident de rompre la coopération avec la France, surtout dans les pays francophones, tiennent compte de ça et prennent des dispositions pour leur sécurité avant d'envisager cela. Sylvanus Olympio est donc mort dans des conditions non encore élucidées jusqu'aujourd'hui. Il a pu se réfugier dans l'enceinte de l'ambassade américaine au Togo au cours donc de la tentative d'assassinat qui a démarré en début de soirée autour de 23h visiblement. Son décès n'a été constaté que tôt le matin, autour de 7h. Il s'est passé environ 8 heures entre ces 2 heures-là. Sylvanus Olympio
a été extrait visiblement de l'ambassade des États-Unis. Qu'est-ce qui fait que une ambassade qui donc est un territoire étranger dans un autre pays a pu autoriser qu'un homme politique, président de son pays, soit assassiné entre ses murs? Les Français ont l'habitude de dire, et je crois que c'est le général de Gaulle qui l'a dit, et souvent les panafricanistes africains répètent ça, que la France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Elle n'a que des intérêts. En fait, je ne sais pas pourquoi elle a dit la France. Les pays n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Vous pouvez être en relation avec l'Allemagne, avec la Chine, avec la Russie, avec les Amériques, mais dès qu'un pays offre à ce pays qui est votre ami quelque chose auquel il tient depuis longtemps et n'arrive pas à obtenir en échange immédiatement, le pays va vous lâcher parce que ce qu'il gagne est supérieur à ce qu'il gagne chez vous. Je vais l'expliquer autrement parce que c'est très important que nos dirigeants puissent comprendre ça. Vous pouvez déjeuner avec un chef d'État, vous pouvez être ami d'un chef d'État, mais 5 minutes après, et ce n'est pas malhonnête, c'est comme ça que fonctionnent les nations. Lorsqu'on veut demander quelque chose à une puissance, on lui accorde quelque chose qu'il réclamait depuis toujours, mais qu'on ne lui a pas accordé. Je donne un exemple très simple. Un cadre d'une entreprise chinoise est actuellement arrêté au Canada, sous demande des États-Unis. Le Canada est en train d'étudier la possibilité de donner ce cadre-là aux États-Unis. Il suffit que dans une situation, la Chine, le Canada ait besoin de la Chine. La Chine reçoit en contrepartie la possibilité de recevoir ce cadre, la Chine vous lâche. Donc si nous n'avons pas compris ça, nous n'avons pas compris les stratégies entre les États. Et donc, ce qui s'est passé dans cette affaire, ce n'est pas lié à Sylvanus Olympio. Ce n'est pas Sylvanus Olympio que les États-Unis d'Amérique lâchaient, mais ils gagnaient autre chose auprès de la France en lâchant Sylvanus Olympio. Ça a été le même cas au Congo démocratique où on a dû lâcher Lumumba parce que les intérêts du moment voudraient que Lumumba soit lâché pour qu'on puisse avancer avec Mobutu. Donc c'est pour dire que ce qui s'est passé dans cette situation, c'est que Sylvanus Olympio n'a pas perçu la possibilité que les États-Unis d'Amérique puissent collaborer avec la France pour l'assassinat des chefs d'État francophones d'Afrique. Voilà ce qui s'est passé. Alors, est-ce que plusieurs années après, disons, cet assassinat, regret pour la France, ou bien elle a bien vu, selon vous, de pouvoir l'assassiner dans cette... Est-ce que c'était la meilleure méthode? Non, je crois que la pagaille que les hommes politiques togolais ont organisé derrière l'assassinat de Sylvanus Olympio donne à la France, en tout cas pendant un bon moment, le sentiment d'avoir gagné en faisant partie Sylvanus Olympio. Lorsque la France voit le chaos aujourd'hui au Mali, ils diront qu'ils ont gagné de faire partie Modibo Keïta à un moment donné. Ils ont gagné de faire partie Moussa Traoré quand ça les arrange. Donc vous voyez, tout dépend de nous. Si même on tue un chef d'État et que derrière lui, ça continue de la même manière, il n'aurait rien gagné. Je vous donne un exemple très simple. Lorsqu'il a été demandé à qui de droit de tuer Mathieu Kérékou du Bénin, qui de droit a dû dire à la France que Mathieu Kérékou n'est pas un vrai révolutionnaire et que derrière Mathieu Kérékou, il y a de vrais révolutionnaires. Donc si on tue Mathieu Kérékou, on risque maintenant d'avoir devant les vrais révolutionnaires. Vous voyez un peu? Donc le problème n'est pas qui on a tué. Et je voudrais profiter pour dire à l'attention des chefs de partis politiques en Afrique, tant que les partis politiques sont conçus de manière à ce que, après le chef, c'est le déluge, les autres gagneront à décapiter le parti politique. Mais si le parti politique est organisé de manière à ce que dès qu'on enlève un, il y a un autre qui apparaît. Dès qu'on enlève un, il y a un autre qui apparaît. On n'a même plus intérêt à toucher à celui qui est là. Donc pour notre propre sécurité, en tant que responsable de parti, responsable d'État, il faut organiser l'État de manière à ce que les adversaires voient que même en nous enlevant, ils auront toujours affaire à garçon. Donc c'est ce que le Togo doit s'organiser
pour donner du Sylvanus Olympio, guerrier Sylvanus Olympio, et ils gagneront tout et le Togo pourra se développer. Gnassingbé Yadéman, quelques mois après cet assassinat, a revendiqué, il a dit « je l'ai descendu » avant de se rétracter, en tout cas quelques années après. Est-ce qu'aujourd'hui, précisément, on sait qui a tué, qui a assassiné Sylvanus Olympio? Et puis peut-être deuxième point de la question, on sait que Yadéman était donc du Nord, il est Kabien, Sylvanus Olympio du Sud, voilà. Et oui, guerre aussi, disons, du point de vue ethnie, aussi dans ce pays. En fait, ceux qui disent que Sylvanus Olympio est du Sud parlent de là où il s'est positionné. Sinon, son père n'est pas togolais d'origine et sa mère est de Dapaon. Est-il vraiment du Sud? Voilà toute la question. C'est une guerre c'est toujours le colon qui nous a mis en tête cette affaire de Nord et Sud. Et comme ça les arrangeait d'opposer Yadéman à Sylvanus Olympio, on a tout fait pour faire passer Sylvanus Olympio comme du Sud. Mais on oublie que sa mère est de Dapaon et son père n'est pas togolais. Alors par quelle magie il est du Sud? C'est la question qu'on doit se poser. Quelqu'un dont le père est un commerçant de passage au Togo et que sa mère est de Dapaon, le plus nord du Togo, plus nord que le nord de Yadéman, et on dit que lui, il est du Sud. Ça, c'est un. Deuxième chose, Yadéman a joué un rôle dans l'assassinat de Sylvanus Olympio. Personne ne peut nier ça. Mais la vraie question, est-ce que Yadéman a vraiment tué? Je vous donne un exemple. Un chasseur allait à la chasse. Il a voulu prendre son fusil, il a pris par erreur un parapluie. Lorsque le lion apparaît, il tire et il voit que c'est un parapluie qu'il a en main. Mais le lion reçut une balle et meurt. Qui a tué le lion? Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé celui qui a tué le lion. Ne laissez pas les gens nous diviser. Ne laissez pas les gens nous opposer. C'est vrai, à l'époque, pour avoir le privilège d'un chef d'état-major, Yadéman avait besoin de déclarer que c'est lui pour avoir les avantages. Mais est-ce que c'est vraiment lui? Personne ne sait. Il a voulu donc tirer profit de la situation, revendiquer la mort de cet éminent homme politique-là pour pouvoir, pourquoi pas, dribbler les autres. Dribbler, devenu célèbre, devenu populaire, parce que vous n'avez pas tout le pan de l'histoire. Selon l'histoire, il était au camp de Ouida, il était au service de Mathieu Kérékou, qui était commandant du camp de Ouida. Fatigué de servir, il a décidé de rentrer au pays. Il est rentré au pays, il n'était pas connu dans l'armée et on cherchait un courageux pour s'impliquer dans ce coup. Il s'est impliqué. Vous voyez que s'il ne revendique pas, il ne serait pas connu. Il serait peut-être assassiné aussi pour cacher l'histoire. Donc, il avait tout à gagner. Je ne dis pas d'office que ce n'est pas lui qui l'a fait. On n'en sait rien. Mais je dis, on peut toujours se demander si c'était lui, pourquoi on évite de nous le dire? Pourquoi on n'ouvre pas les archives comme on a ouvert les archives au Burkina? Maintenant que ça arrange, ouvrons les archives pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé dans l'assassinat de Sylvanus Olympio. Justement, Gnassingbé Yadéman est passé de vie à trépas depuis 2005, de l'eau a coulé sous les ponts. Sylvanus Olympio, bien avant 63. Pourquoi, selon vous, y a-t-il pas eu des classifications de ces dossiers-là pour permettre au peuple togolais, pour des gens qui, pourquoi pas, revendiquent encore de la lumière sur ces affaires-là, de connaître ce qui s'est réellement passé? Je vous avoue que je ne sais pas pourquoi la France, mais tant qu'on sait tout, pratiquement, on a besoin simplement des preuves. Sinon, on sait tout. On sait où la France a tué, où la France a pillé, où la France a volé. On sait tout. Donc moi, je ne sais pas pourquoi on cache aujourd'hui des données. L'histoire va faire ce qu'il faut faire. Mais je crois qu'il est important qu'au-delà de qui a tiré, on se rappelle de qui a donné l'ordre de tirer. Norbert Zongo, 2 semaines avant sa mort, disait exactement ceci. Je n'ai pas les mots justes, mais j'ai exactement le contexte de ce qu'il a dit. Il dit, dans quelques jours, ils vont le tuer. Il parlait de lui. Il dit, dans quelques jours, ils vont le tuer. Il dit, celui qui aura tiré ne sera pas responsable de ma mort, parce qu'il aura tiré pour sauver sa vie. Il dit, celui qui l'a ordonné de me tuer est le vrai responsable. Mais si le peuple burkinabé ne fait pas tout pour trouver celui qui a ordonné de me tuer, ce serait le peuple burkinabé qui serait responsable de ma mort. Voilà en réalité ce qu'il a dit. Donc, au fait,
qui a tué et Sylvanus Olympio n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que dans les années 60, à contre-cœur, la France nous a accordé l'indépendance. 2 ans, 3 ans après, ils ont regretté. Parce que les élections frauduleuses qu'ils ont voulu organiser n'ont pas réussi. Résultat, ceux qui ne prévoyaient pas ont pris le pouvoir. Ils ont déjà donc décidé de faire des coups d'État partout. Ils ont fait leur coup d'État, ensanglanter l'Afrique, recommencer, pas piller l'Afrique, mais ils oublient une chose, la racine, vraie, la race même est en train de se lever et nous allons prendre le commandement et nous allons dominer, pas en termes de chef d'État, mais nous pousserons les dirigeants à comprendre et faire ce qu'il faut pour que l'Afrique domine le monde. Vous avez dit visiblement que Thomas Sankara n'a forcément, je ne sais pas s'il n'a pas forcément tiré le son un peu de ce qui était arrivé à Sylvanus Olympio. Est-ce que sa mort, selon vous, sur le continent, a pu inspirer peut-être d'autres chefs d'État à pouvoir changer de stratégie face à la France? Parce qu'on a aussi enregistré quand même d'autres décès, hein, notamment d'assassinats. Je crois que celui qui a le plus étudié cette situation, c'est Mobutu. Et à travers Mobutu, il y a Eyadema qui a aussi étudié ça. Parce que la longévité dépendait de ta capacité à étudier les raisons et les fonctionnements des coups d'État. Celui qui a tiré enfin le son de tous, c'est Nelson Mandela. Lorsqu'on dit à Nelson Mandela, pourquoi vous faites du bien à ceux qui vous ont mis en prison, qui ont tué vos amis? Il dit simplement parce qu'ils ont toujours les armes, ils ont toujours les finances. Si je ne leur fais pas du bien, ils vont me tuer. Au fait, cet aspect de l'autre a la capacité de me tuer a manqué dans la stratégie de Sylvanus Olympio, dans la stratégie de Thomas Sankara, dans la stratégie de Patrice Lumumba. Parce que lorsque, comme Patrice Lumumba, 20 soldats peuvent rentrer chez vous comme au moulin, il est difficile de tenir les discours qu'ils ont tenus. Donc bref, c'est pour dire que véritablement, il y a eu un moment de relâchement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à travers ces émissions, à travers des camps pour les enfants que nous organisons, pour permettre aux enfants de comprendre à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, de comprendre l'histoire afin de prévoir l'avenir, afin d'anticiper l'avenir. C'est comme ça. Mais comme vous le savez, les informations étaient cachées. Nous n'avons pas à l'époque assez d'Internet, assez de réseaux sociaux pour que les choses circulent comme ça circulent aujourd'hui. Donc les chefs d'État ont manqué de ça, de ces informations-là pendant un bon moment. Aujourd'hui, les choses sont en train de sortir. La France est en train de déclassifier des données. La France en arrive à présenter des excuses. Vous voyez, donc on est en train, les choses bougent et ça va bouger davantage parce qu'ils n'auront pas le choix. Ils seront obligés de faire bouger les lignes. On sait que la gestion d'un État, ou en tout cas entre les États, c'est dans la jungle, le plus fort gagne. Bon, c'est la force qui fait le droit. Mais finalement, est-ce que les Africains doivent attendre, je ne sais pas, 1000 ans à pouvoir forcément renverser le rapport de force avant d'intervenir? Parce qu'il semble bien que c'est ce que vous préconisez. Quand vous sentez que vous n'avez pas la force, mieux vaut peut-être faire profil bas. En fait, nous avons la force. Si vous prenez le parcours de Sylvanus Olympio, c'est un parcours qui ne lui permettait pas d'avoir des racines endogènes. Lorsque vous savez par exemple combien le roi Béhanzé a foutu la honte plusieurs fois à l'armée française, alors pourquoi ne créons pas des cellules de réflexion stratégique pour étudier ça? Lorsque vous allez aujourd'hui en France, dans les écoles de guerre, vous savez les techniques de qui on étudie là-bas? Hannibal, commandeur en chef de Carthage. Vous allez à Londres, aux États-Unis, on vous enseigne les stratégies d'un Africain qui a pu prendre l'Espagne, qui a pris une partie de l'Italie, qui était à 2 pas de prendre Rome. Nous sommes à l'école du colon britannique. Et je voudrais insister là-dessus. Non seulement nous disons que Sylvanus Olympio était l'un des plus grands intellectuels de son époque, mais il était l'un des rares Africains à avoir étudié l'économie. Tous les Africains allaient étudier Victor Hugo, Molière et autres. Mais lui, il allait étudier l'économie. Donc aujourd'hui, si nous laissons Victor Hugo, nous laissons Molière, nous laissons le bon français, nous laissons les fusils bizarres qu'on nous amène, les fusils soi-disant modernes, si nous pouvons laisser ça et aller à l'école de nos ancêtres. Les amis, aujourd'hui, on vous parle de bombes nucléaires. Bombe nucléaire, c'est quoi? C'est du tchakatou. On en a chez nous. Pourquoi on ne développe pas ça? Pourquoi on ne développe pas les bombes atomiques, les bombes et nous aussi on a? Vous savez très bien, le tchakatou, c'est un fusil, on ne sait pas là où ça passe,
et la personne n'arrive plus à marcher. Nous aussi, on a les bombes atomiques. Si nous faisons des recherches dans nos bombes atomiques, nous allons tout de suite, d'égal à égal, parler avec les gens. Quand vous allez aujourd'hui dans certains pays, avec tout l'armement des États-Unis, ils n'ont pas pu, soit 15 000 soldats, face à 350 000 soldats afghans, plus 100 000 soldats américains, plus de 40 000 soldats des autres pays. Et ils n'ont pas pu terrasser soit 15 000 soldats qui sont sous-équipés et autres. Non, cette mystification des équipements, des moyens, de ceci, ce n'est qu'une mystification. Je vais illustrer, vous allez comprendre. Il y a eu aux États-Unis un sommet des chefs d'état-major. Et le Bénin était représenté par le général Kouyami. Il arrive là-bas. Le chef d'état-major des États-Unis vient avec 5 hélicoptères de combat pour son escorte personnelle. Et il prend la parole. Il dit la sécurité est une affaire de moyens. Si on nous donne les moyens, nous allons faire la sécurité. Et Kouyami dit, attends, moi, toute mon armée n'a pas un hélicoptère 1. Toi, tu as 5 hélicoptères pour ton escorte et tu n'as pas les moyens. Il dit, les amis, si nous allons attendre les moyens, il n'y aura jamais la sécurité. Laissons affaire de moyens et faisons la sécurité. Quand vous allez au nord de tout pays, demandez au nord de tout pays que quelqu'un fasse un braquage à 16 heures. Ils n'ont pas besoin de la police, ils n'ont pas besoin de l'armée pour régler son compte. Nous devons revenir à notre identité. Quelle est la différence entre ces gens du Nord et ces gens du Sud? Ils ont encore la Gani, ils ont encore Evala, ils ont encore les rites traditionnels, pendant que nous les avons abandonnés. Voilà en réalité de quoi il s'agit. Nous avons les réalités endogènes qui nous permettent aujourd'hui, comme ça a été fait dans le temps. Je ne sais pas si vous savez, la France, après avoir bombardé pendant des heures, une grotte pour tuer des enfants, pour tuer des femmes, pour tuer ceci, n'a été incapable de retrouver Kaba. Ils ne savent pas où Kaba est passé jusqu'à aujourd'hui. Donc, on avait la possibilité. Kaba a foutu la honte à la France combien de fois? Ils ont été obligés de laisser les Français d'aller chercher les tirailleurs sénégalais parce que Kaba tuait trop de Français. Donc, c'est pour dire, nous avons la capacité de tenir tête. Mais pour ça, il va falloir que nous laissons les copies, les photocopies que les autres nous amènent pour aller à l'original que nos ancêtres avaient. Mais est-ce que finalement les dirigeants ont cette capacité, ont ces carapaces? Parce que vous le dites, peut-être ça passe forcément par une décision politique. Et pourtant, vous évoquez tout à l'heure aussi des exemples dans l'histoire, tels que l'assassinat de Sylvanus Olympio, et notamment les pressions toujours de l'Occident. Est-ce qu'ils pourront? Non, ils peuvent. Le problème, c'est qu'il faut, en stratégie, on dit, vous devez être indiscernable. On ne doit pas savoir là où vous allez. Voilà. Je donne un exemple très simple. Le Togo a voulu, sous le président Faure, s'orienter vers l'Allemagne. La France a commencé par ébranler la sécurité du Togo, mais le chef de l'État en a fait que revoir sa copie en termes de stratégie. Il n'abandonnera pas l'Allemagne pour faire plaisir à la France, mais il diversifie. Il permet aussi à la France d'avoir son mot à dire en attendant que les conditions à l'intérieur du pays permettent de foutre la francophonie dehors. Donc c'est pour dire que la chose est possible, mais il faut le faire avec beaucoup de stratégie et surtout en faisant appel aux réalités endogènes de l'Afrique. Voilà, Patrick Armand Pouillon, nous allons évoluer vers un autre point de ce débat-là. Est-ce que par rapport à la sécurité, toujours, j'aimerais avoir votre avis. On sait par exemple que lorsque Sylvanus Olympio a été assassiné, il n'y avait que 2 policiers devant son domicile. L'ambassade américaine au Togo n'était gardée que par une seule personne. Aujourd'hui, on voit beaucoup de chefs d'État, cela est décrié, circuler avec, pourquoi pas, tout le contingent de défense et de sécurité. On voit des hommes politiques parfois embrigadés, parfois on n'a même pas le droit de regarder le cortège du chef de l'État passer. Est-ce que ce sont ces péripéties sécuritaires-là, ces assassinats-là sur les années qui ont conduit nos chefs d'État aujourd'hui à se murer autant dans ce gouffre sécuritaire et tous ces moyens qu'on déploie aujourd'hui pour sécuriser un seul homme? Oui, vous voyez par exemple quand on prenait le cas du Bénin, il fallait juste 36 hommes pour faire un coup d'État. Juste 36. Aujourd'hui, c'est pas possible. Le président Zissou allait au service le matin lorsqu'il a été arrêté et ceux qui l'ont arrêté n'arrivaient plus à joindre qui que ce soit, ils ne savaient pas quoi en faire. Ils ont le président, ils ne savent pas quoi en faire. Non, effectivement, la sécurité du chef de l'État demande un ensemble de dispositifs. Vous voyez, par exemple, au Mali, moi j'ai dit qu'il va falloir déplacer le palais de la République de là où c'est,
parce que la situation du palais par rapport au camp de Kati, qui est censé être un camp qui protège le palais, mais qui est devenu un camp qui décharge chaque fois le palais. Donc vous voyez, tout ça là, et là, par exemple au Mali, le chef d'État n'a pas un fort contingent de sécurité. D'abord, le bâtiment palais ne permet même pas de mettre beaucoup de militaires. Donc, et c'est le camp de Kati qui devait servir de ça. Dans tous les cas, il est important et essentiel qu'on puisse sécuriser le chef d'État. Maintenant, c'est vrai, la sécurité des hommes, la sécurité de ceux-ci ne doit pas être la seule sécurité ou la principale. La sécurité principale, c'est l'information. Si on a un service d'information efficace, on n'a pas besoin d'autant d'hommes. Je crois savoir qu'au Bénin, on n'a pas autant d'hommes maintenant. On a plus d'informations que d'hommes pour sécuriser le chef de l'État. Vous allez au palais aujourd'hui, le palais n'est plus aussi barricadé que dans le temps et tout ça. Mais l'information permet d'assurer la sécurité. Et je rappelle, si nous pouvons encore associer les réalités endogènes de l'Afrique, nous gagnerons beaucoup plus en matière de sécurité. Voilà, Sylvanus Olympio a été donc assassiné en 63. Celui qui a revendiqué cela s'appelle Yassingbe Yadema, le sergent-chef, alors en 63. Il a donc dirigé le pays jusqu'en 2005. Selon vous, est-ce qu'il a un bilan meilleur à celui de Sylvanus Olympio? Non, pas meilleur. Pas meilleur, mais il a un bilan. Il a un bilan parce que quand on voit, il a un bilan jusqu'à un moment donné. Vous savez que le Togo était la capitale de beaucoup de négociations, la capitale de beaucoup de sommets, la capitale de beaucoup de choses. Le Togo, jusqu'à un moment donné, il y avait les infrastructures, il y avait les routes, il y avait les hôtels, il y avait ceci et cela. Mais il y a eu panne à un moment donné. Il y a eu panne, je crois que les Togolais tous ensemble ont raté le coche de la conférence nationale avec les divisions entre les opposants et tout ça. Sinon, si le carrefour de la conférence nationale avait été bien négocié, je crois que le bilan de Yadema aurait été beaucoup plus glorieux. Sinon, pendant un bon moment, il avait impulsé son pays dans une certaine dynamique. Il avait fait du Togo, qui territorialement n'était pas très grand, mais il avait fait de là un carrefour où tout le monde passait par là pour négocier quelque chose. Je crois qu'il a été un grand homme d'État à la tête de ce pays-là. Patrick Amanpoyon, aujourd'hui, fort Yassingbe à la tête donc du Togo de 2005 à aujourd'hui, en remplacement de son père. Selon vous, cette gouvernance-là, du fils donc, s'inspire-t-elle plus de celle de son père ou peut-être de celle de Sylvanus Olympio? La force du régime Faure Yassingbe, c'est la synthèse et beaucoup plus du Sylvanus Olympio que de Yassingbe et Yadema. Beaucoup plus de Sylvanus Olympio. Depuis qu'il y a eu cette alliance entre le fils de Sylvanus Olympio et le fils de Yadema, si vous voulez qu'on parle en ces termes, il y a eu ce rapprochement entre la vision économique de Sylvanus Olympio et la gouvernance actuellement au Togo. Donc je peux dire que le fils s'inspire beaucoup plus des deux, du père en termes sécuritaires et Sylvanus Olympio en termes économiques. Je crois que si nous pouvons continuer par gouverner le Togo dans le sens des réalités économiques prônées déjà par Sylvanus Olympio, je crois que le Togo a beaucoup à gagner. Le Togo a beaucoup à gagner, Patrick Amanpoyon, mais il y a aussi beaucoup de critiques contre ces différents dirigeants-là. Le père Yassingbe et Yadema étaient accusés d'être dictateur aussi. Vous aviez fait la liaison entre pourquoi pas Sylvanus Olympio et Yassingbe Yadema. Aujourd'hui, le fils Faure Yassingbe est aussi accusé par une certaine opposition de ne pas laisser le jeu libre à la politique et donc au débat d'idées. Est-ce que ce sont des critiques que vous comprenez ou bien vous appelez les dirigeants à faire mieux pour proposer, pourquoi pas à l'opposition, d'exister effectivement dans les pays afin d'avoir aussi de la stratégie pour les battre dans les urnes, comme a pu le faire Sylvanus Olympio? Il est important et essentiel qu'on comprenne qu'une bonne gouvernance sans opposition n'existe pas. Une bonne gouvernance sans opposition n'existe pas. Un jour, le président Nelson Mandela était là quand il voit la presse. Et il a écrit dedans « hausse de l'insécurité dans le pays ». Il était étonné que son ministre de l'Intérieur ne lui parle pas de la hausse de l'insécurité. Et il prend le téléphone, il demande une réunion pour qu'on parle de la hausse de l'insécurité. C'est que si les opposants ne sont pas là, le président ne sera pas informé. C'est un puissant service de renseignement que constituent les opposants.
ils sont capables de dire haut et fort ce que les collaborateurs du chef veulent cacher au chef. Donc oui, le Togo doit dialoguer. Et je crois savoir que le Togo vient de sortir d'un dialogue politique avec 52 mesures pour apaiser le climat politique. Donc on doit dialoguer. Donc je comprends que l'opposition demande plus d'espace, plus de possibilités. Je comprends ça. Donc c'est pour ça que lorsque le président Laurent Gbagbo a pris son téléphone pour appeler le président Alassane Ouattara et qu'il l'a reçu, et que ça a entraîné la libération d'un certain nombre de prisonniers politiques, j'ai dit tout de suite, il est bon que les hommes politiques aussi de l'opposition dans plusieurs pays décrochent leur téléphone. Puis ils se connaissent. Ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous. Ils ont tous gouverné ensemble. Donc à partir de cet instant, moi je pense que nous devons ne pas faire souffrir le peuple, s'appeler, dialoguer, échanger, trouver les voies et moyens pour que le dialogue, la discussion soit plurielle, le débat soit pluriel, pour que tous les sons de cloche existent. Parce que celui qui a la possibilité de parler ne fait pas violence. C'est quand on n'a pas la possibilité de parler qu'il y a de la violence. Quand on n'a pas la possibilité d'exprimer les choses par des mots, MOTS, on les exprime par des mots MAUIS. Alors évitons les mots MAUIS et utilisons les mots MOTS. Et pour ça, il faut que l'opposition ait la possibilité de parler. Je crois qu'en 2013, le 21 juillet 2013, on parlait des congrès de Lomé. À quelques jours des élections législatives, je disais que Dieu fasse en sorte que l'opposition trouve des sièges à l'Assemblée nationale afin de s'exprimer à l'Assemblée nationale pour ne pas s'exprimer dans la rue. Et Dieu a fait, ils avaient eu, 17 ou 19 députés, ça leur a permis d'aller dire à l'Assemblée nationale ce qu'ils pensent. Je crois que tout gouvernement togolais comme ailleurs doit travailler à laisser un peu d'espace à l'opposition pour que l'opposition parle, afin qu'on puisse entendre ce que les collaborateurs du chef ne veulent pas dire au chef. Vous avez dit tout à l'heure que Faure Yassibé, qui est donc le fils de Yadema, voilà, évidemment, s'inspire en tout cas des deux. Mais est-ce que dans la pratique, réellement, il ne revendique pas plus l'héritage, disons, de son père que de celui de Sibalius Solompié, que vous avez quand même présenté aussi, qui contenait beaucoup d'atouts, notamment son parcours? Pour avoir étudié exactement ce qui se fait au Togo, je vais vous dire que non. Le président Faure s'inspire... En fait, vous savez, j'ai été au Ghana avec des Togolais. Et les Ghanéens nous ont dit, eux, c'est des Togolais. Les autres, on ne sait pas. Et j'ai demandé pourquoi. Il dit, il marche toujours comme s'il y a des mailles encore vivants. Au fait, si les Togolais continuent de voir du Eyadema, ils vont voir du Eyadema. Mais je peux vous dire qu'économiquement, le Togo n'est pas géré comme sous Eyadema. Économiquement, le Togo est géré comme sous Sylvanus Olympio. Parce que je crois savoir que le président J-Christ Olympio, son rêve de toujours a été que la vision de son père retourne aux commandes du Togo. N'ayant pas pu lui-même gagner les élections, ou ayant gagné les élections sans pouvoir prendre le pouvoir, il a fini par faire un accord qui a permis non pas de prendre le pouvoir, mais de faire passer les idées de son père. Et donc, si nous n'analysons pas les faits, nous n'allons pas percevoir. Mais je crois fondamentalement que économiquement, le programme de développement du Togo s'inspire plus de Sylvanus Olympio. Vous allez au Togo, vous savez, c'est-à-dire, il y a beaucoup de faits qui montrent combien le président Faure est admiratif du président Sylvanus Olympio. Il y a beaucoup de faits. Les monuments à l'effigie de Sylvanus Olympio, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour tendre la main, pour en rappeler l'histoire et tout ça. Donc je crois que je peux dire qu'aujourd'hui, de toutes les façons, le Togo gagnerait à faire du Sylvanus Olympio. Ce n'est même pas une affaire de préférence, non. Le Togo gagnerait à faire du Sylvanus Olympio parce que parmi tous les dirigeants du Togo, le plus économiquement assis, qui avait un programme complet, un programme équilibré pour le Togo, c'était Sylvanus Olympio. Vous avez dit tout à l'heure que les chefs de l'État en tout cas se parlent, ils ont dirigé, en tout cas, ils ont tout de même des affinités. Et pourtant, on constate que dans certains pays, alors que d'autres bougent par le dialogue, vous avez parlé par exemple de la Côte d'Ivoire, d'autres qui font également du dialogue, c'est encore les pas qui traînent ailleurs, dans d'autres États. Or, dans le monde anglophone, par exemple, ça n'est pas la même pratique. Récemment, on a vu le président Zambie, Edgar Lungu, lui-même, d'ailleurs, féliciter son prédécesseur. Que faut-il faire pour les booster? Est-ce que le temps, la communication selon vous, ou bien les conseils?
Vous savez, il est important que nous comprenions que celui qui ne sait pas accepter sa défaite ne peut pas savoir gagner. Celui qui ne sait pas accepter sa défaite ne peut pas savoir gagner. En Tanzanie, le président... C'est Tanzanie, hein? Non. La Zambie. Zambie. Oui. En Zambie, le président qui a perdu le pouvoir a accepté sa défaite. Le lendemain, la plupart de ses collaborateurs ont commencé par présenter leur démission. Ouais. Ça veut dire que s'il avait forcé, il aurait pu être tué. Et les anglophones ont cette capacité d'analyser les rapports de force. Dans les pays francophones, on est beaucoup plus suicidaire. C'est-à-dire, I don't worry, jusqu'à... On a peur de rien, on a peur de rien, jusqu'à... On perd tout. Alors que dans les pays anglophones, je vous donne un exemple très simple. Lorsque Thabo Mbeki est allé voir le président Laurent Gbagbo en 2010, il a dit au président Laurent Gbagbo, la ligne rouge est là, il ne faut pas franchir. Que tu aies gagné ou pas, là, il faut t'arrêter. Parce qu'on ne combat pas cette machine qu'on appelle communauté internationale. On ne la combat pas. Même les États-Unis ne peuvent pas combattre ça. La France ne peut pas combattre la communauté internationale. Donc à partir de cet instant, les anglophones savent s'arrêter lorsqu'ils se rendent compte que là, il y a une ligne à ne pas franchir. Et donc c'est ça que nous devons apprendre dans le monde francophone et savoir s'arrêter pendant qu'il est temps. Patrick Armand-Pouillon, c'est déjà complètement épuisé cette émission spéciale sur la vie de Sylvain Olympio. Rapidement, quelques secondes de mot de fin. Mot de fin, je voudrais dire que j'invite nos jeunes à aller à l'école du savoir pratique, comme Sylvanus Olympio. Pas aller prendre des diplômes après études de Victor Hugo, de Molière, tout ça, pour parler français. Apprendre quelque chose de pratique et après mettre ça au service du développement de nos contrées et ensemble, nous allons développer l'Afrique. On vous aura compris, vous êtes Patrick Armand-Pouillon, professeur émérite en coaching intégral, président de l'association Fiat Monde. J'animais cette émission avec Landry Salanon, un plaisir de vous avoir avec, merci. Avec moi sur ce plateau. Merci d'avoir suivi, à bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.